Bonjour à tous, bienvenue sur François. Nous recevons aujourd'hui maître Diane Prota. Bonjour madame. Bonsoir. Bonjour, maître. Merci de venir sur notre plateau. Bon, vous êtes déjà interviewé à plusieurs reprises, mais c'était en visio. Donc là, c'est une première. Vous portez une nouvelle procédure qui devait avoir lieu, être audiencée jeudi prochain, mais qui vient d'être avancée à mercredi au Conseil d'État, qui met notamment en cause le raccourcissement du délai des tests PCR éligibles au pass sanitaire, qui a été réduit à 24 heures et qui, de fait, rend quasiment impossible ceux qui veulent se servir des tests pour avoir un pass sanitaire valide. Vous avez tout dit dans la question, finalement, avec le lapsus. Donc, vous allez porter pour une association et différentes personnes physiques ce recours au Conseil d'État. Exactement. Différentes personnes physiques et l'association Bon Sens ont porté un recours qu'on appelle un référé suspension à l'encontre du décret qui est sorti le 25 novembre et qui réduit à 24 heures le délai de validité des tests que peuvent faire les personnes non vaccinées pour obtenir un pass sanitaire. Donc, comme vous l'avez dit, le pass, au bout de 24 heures, vous ne l'avez plus. Ce décret également prévoit que les personnes, pour conserver ce pass à partir de l'âge de 65 ans, doivent faire une 3e dose avant le 15 décembre 2021. Et pour tous les autres, entre 18 et 64 ans, il faudra également avoir fait cette 3e dose avant le 15 février 2022 pour conserver le bénéfice du pass. Ce décret également, donc ça, cette intégration de la 3e dose dans le pass est également un élément critiqué par l'association Bon Sens et les requérants. Et il y a un dernier point qui est celui de nos compatriotes qui résident dans les DOM-TOM et qui ne peuvent plus revenir en métropole. Et d'ailleurs, c'est pareil en sens inverse. Pour pouvoir se déplacer entre la métropole et les DOM-TOM, si vous n'êtes pas vacciné, il vous faudra donc ce test de moins de 24 heures, mais également un motif impérieux pour voyager. Ce qui veut dire que beaucoup de gens, par exemple métropole ou des DOM-TOM, comme c'est pas considéré par exemple comme impérieux d'aller voir sa famille, ne passeront pas les fêtes ensemble à titre. Donc ça reste des situations aussi d'urgence. Donc ce sont les 3 points qui sont soulevés par Bon Sens et les requérants pour cette audience qui a été fixée donc initialement au 9 décembre et qui vient d'être avancée au 8. Mais je me permets de dire qu'il n'y a pas que Bon Sens et les requérants que nous avons cités qui font cette action. Il y a également le parti La Voix du Peuple, également Jean-Frédéric Poisson que nous avions reçu. C'est ça, qui sont présents pour cette audience. Il y aura également des associations telles que le Cercle Droit et Liberté, et des collectifs de stewards et de pilotes. Les navigants libres. Les navigants libres, voilà. Et peut-être encore d'autres personnes, puisqu'à partir du moment où effectivement une audience est fixée, les gens qui veulent faire ce qu'on appelle une intervention volontaire ou porter une demande, donc d'autres associations, d'autres particuliers peuvent se joindre à la procédure. Alors évidemment, le temps est compté puisque d'ailleurs il a diminué en passant du 9 décembre au 8 décembre, mais peut-être aurons-nous la chance d'avoir d'autres requérants qui porteront main forte et une autre parole dans ce recours. Pour ceux qui voudraient se joindre à cette procédure, donc le délai est lundi. Lundi, alors normalement, le dernier délai, c'est la veille de l'audience. Donc on pourrait dire jusqu'à mardi, concrètement. Donc je dirais jusqu'à mardi soir. Mais oui, effectivement, le temps presse pour ceux qui voudraient se joindre. Alors, au-delà des nombreux cas particuliers qui se heurtent aux angles morts des nouvelles règles, quels sont les grands principes que vous avez décidé d'opposer au Conseil d'État, de présenter comme étant opposés à ce nouveau décret? Oui, c'est un décret qui finalement rend la vaccination obligatoire, puisqu'au départ, le pass sanitaire, c'était pour les rassemblements de plus de 5000 personnes. Donc concrètement, pour aller voir un match de foot ou aller à Roland-Garros. Donc évidemment, le Conseil d'État avait statué, d'ailleurs c'était un recours qu'on avait fait pour les Français de l'étranger contre le pass sanitaire, parce que les Français de l'étranger qui avaient été vaccinés avec des vaccins qui n'étaient pas autorisés, qui ne le sont d'ailleurs toujours pas
Vaccin russe ou chinois. Et voilà, il y a beaucoup de Français étrangers qui sont vaccinés chinois, si je puis dire. Et il y a eu un décret le 22 septembre qui finit par leur dire que pour avoir leur passe sanitaire, même s'ils ont 2 doses de vaccin chinois reconnus par l'OMS comme tout aussi valables que les autres, il faut qu'ils fassent une dose de Pfizer en plus pour avoir le pass en France. Alors qu'évidemment, on n'a pas testé l'intercompatibilité de ces 2 vaccins, ce qui est une évidence, et ça donc rend les choses dangereuses, parce que le premier principe du droit de la santé, c'est quand même le principe de précaution, et qui est la traduction du principe médical primum non nocere. Donc, de toute façon, c'était dès le départ une atteinte au principe de précaution de demander aux gens d'avoir 2 doses de ceci, une dose de cela. Mais le Conseil d'État avait quand même considéré que l'atteinte aux libertés fondamentales était limitée, puisque ce n'étaient pas les activités de la vie quotidienne, pas les transports, évidemment, pas l'hôpital public. Donc ce recours n'a pas abouti. C'était un recours qui était donc porté par les Français étrangers, mais aussi par la Quadrature du Net. C'était au début du mois de juillet. Donc le Conseil d'État avait rendu cette décision en disant non, dans le principe, c'est contraire aux libertés fondamentales, mais ça ne l'est pas trop quand même parce que c'est limité. Alors on a tous entendu la suite de l'histoire. Le 12 juillet, on a décidé d'étendre ça beaucoup plus largement à toutes les activités. Ça a donné la loi du 5 août. Et la loi du 5 août a donc imposer la vaccination aux soignants, à différents autres professions comme les pompiers, l'aide sociale à l'enfance et beaucoup d'autres, ce qui a lancé d'ailleurs une première partie de contestation de cette obligation. Et ça a donc aussi élargi le pass et fait que les tests que vous pouviez faire pouvaient durer pour les non-vaccinés 72 heures maximum, mais ils étaient également remboursés. Et le pass en lui-même devait donc durer aussi jusqu'au 15 novembre. Évidemment, les choses ont changé. Et puis, petit à petit, il y a eu un goulot d'étranglement, puisqu'il y a eu des décrets qui ont été pris, notamment fin octobre, et que l'association Bon Sens a contesté, mais tout comme La Voix du Peuple et Cercle Droit et Liberté, c'était le fait de rendre les tests payants pour les seules personnes non vaccinées. Ce recours était déjà, rien que ça, était la première étape sur la mise en œuvre quand même insidieuse de l'obligation vaccinale. Parce que ça a été beaucoup plus clair quand même dans d'autres pays, par exemple l'Italie, où on a dit à tout le monde, vous ne travaillerez plus si vous n'avez pas votre passe. Là, dire aux gens, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, on ne les remboursera pas, alors que finalement, si vous fumez autant que dans la même situation, vous n'avez qu'à payer votre radio des poumons. Ça revient à ça, et c'était au-delà des libertés. Vous la payez un peu indirectement via les taxes sur le tabac. Exactement aussi. Mais il peut y avoir des tas d'autres maladies, mais à la fin, on est tous responsables de soi-même, puisque c'est ce qu'on nous explique. Là aussi, si vous mangez trop, eh bien, écoutez, ou trop de sucre, pourquoi si on irait dans le diabète finalement, pourquoi avoir une protection sociale pour nous tous? C'est un élément de solidarité et de lien entre tous les éléments et toutes les personnes de la nation. S'il n'existe plus ce principe de solidarité, qui est sans condition de votre comportement privé en théorie. Évidemment. Non, mais je prends l'exemple. Quelqu'un qui conduit sa voiture, qui a trop bu, qui renverse des enfants en voiture, est-ce que ça vous vient à l'esprit de ne pas le soigner, d'arriver devant l'hôpital et de dire non monsieur, vous avez bu, vous étiez dangereux, vous avez fait du mal à des enfants, non, vous restez dehors? Ça, ce n'est pas possible. Mais pour un conducteur dangereux vacciné, il pourra rentrer. Un conducteur dangereux non vacciné, lui, il restera dehors. Dans l'idée, c'est quand même ça. Mais à partir du moment où finalement on a rendu ces tests payants, sachant que finalement le Conseil d'État a validé cela, mais a simplement annulé ce décret sur la question des tests antigéniques qui sont réintégrés dans le pass et qui sont remboursés. Néanmoins, les autotests qui sont finalement remboursés. Simplement, le directeur de la CPM a donné des instructions contraires sur cette question-là. Donc, quand les gens vont faire des autotests, la moitié d'entre eux se retrouvent, alors que ça devrait être remboursé, se retrouvent embêtés à ne pas l'être. Donc, il est très difficile même, c'est des autotests supervisés, donc il est très difficile de trouver un professionnel de santé qui accepte de les superviser. Beaucoup font l'autruche ou refusent. Exactement. Dès qu'on gagne un petit peu, les portes se referment. Mais ce que disait le Conseil d'État, et d'ailleurs c'est dans un des avis qu'il a rendu sur la loi du 5 août, c'est que le pass sanitaire était attentatoire aux libertés fondamentales, mais encore tolérable, tant qu'il n'était pas étendu à toutes les activités de la vie courante et qu'il demeurait
possible gratuitement pour les non-vaccinés de faire des tests et que leur durée de ces tests n'était pas limitée. Donc les 3 arguments qui avaient permis au Conseil d'État de valider le pass sanitaire, plus aucun n'existe. Je mets vraiment plus aucun. Si le Conseil d'État était cohérent et devait réexaminer aujourd'hui la question de fond du pass sanitaire, il devrait en toute logique... Il devrait en toute logique écouter ce qu'il a dit lui-même, parce qu'il y a un avis du Conseil d'État que j'ai emmené, c'est celui du 19 juillet, sur lequel Bon Sens et Lacan fondent quand même leur argumentation. À la fin, le Conseil d'État appelle l'attention du gouvernement sur la circonstance que l'appréciation portée sur le caractère proportionné de l'atteinte aux libertés fondamentales résultant du dispositif du pass sanitaire devrait nécessairement être réévaluée, soit en cas d'amélioration des perspectives sanitaires concernant les hospitalisations et les admissions, soit s'il était décidé de rendre payants les tests de dépistage ou encore de limiter leur durée de validité. Alors, il y a un moment, on ne peut pas dire tout et son contraire. Le Conseil d'État est poussé dans ses derniers retranchements. Toutes les conditions, toutes les garde-fous qu'il avait posés, maintenant ont sauté. Plus encore, il y a quand même quelque chose qui est soulevé par l'association Bon Sens et les requérants, c'est qu'en lui-même, selon les rencontres, le pass, il est caduc depuis le 15 novembre. Quand le gouvernement a créé ce pass, il a dit qu'il durera jusqu'au 15 novembre, et donc certains se sont dit, bon, on va faire le dos rond. Maintenant, on nous explique qu'il va être prolongé jusqu'au 31 août 2022. Il y a eu des débats à l'Assemblée et au Sénat. Après s'être renvoyé les balles avec les commissions des lois, finalement, ce pass a été prolongé jusqu'en juillet 2022, on l'a tous entendu, mais la seule chose qu'ont obtenu les parlementaires, c'est qu'on ajoute un petit point à la loi du 5 août. Donc, la nouvelle loi, celle du 10 novembre, dit que le pass est prolongé aux seules fins de lutter contre l'épidémie, et ça, c'est l'ajout qu'on doit aux parlementaires. Et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, apprécié en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de dépistage positif, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. On voit bien que le Parlement avait, malgré tout de haute lutte, obtenu l'adjonction de ce petit mot phrase qui est un garde-fou, puisque ce qu'on comprend de tout ça, c'est que le pass aurait dû cesser à partir du 15 novembre et être éventuellement remis en place si nécessaire. Mais pour savoir si c'est nécessaire, il faut bien prendre un décret d'application pour dire quels sont les taux de positivité, les taux d'incidence, qu'est-ce qu'on retient. Ça ne peut pas être finalement sous un effet de girouette. On doit fixer les choses, on doit prendre un décret, et quand il n'y a pas de décret, la loi ne peut pas s'appliquer d'elle-même. Donc vraiment un des points qui est soulevé aussi en amont, c'est la caducité du pass, puisqu'il n'y a pas de décret finalement, c'est s'asseoir, c'est-à-dire c'est jeter à la poubelle l'amendement de haute lutte obtenu par le Parlement, c'est vraiment le jeter à la poubelle, n'en avoir que faire, et de facto dire que le pass va être resté comme ça jusqu'au mois de juillet, peu importe les taux d'incidence, peu importe quoi que ce soit. Donc ce que vous dites, pour bien comprendre, c'est que la loi a été une simple continuité de l'état existant pré-15 novembre, et que les décrets d'application que réclamait l'amendement obtenu par les parlementaires, qui obligent en théorie le gouvernement à donner les circonstances justifiant pour la prolongation, n'ont pas été remplis. Ils n'ont pas donné de décret qui explique, en raison de tel indicateur, on prolonge le pass. Exactement. Et c'est un argument qui est soulevé, c'est un argument juridique qui est soulevé par Bon Sens, mais finalement, qui fait un peu écho à ce qu'on a entendu dire de la CNIL, qu'il n'y a aucune donnée permettant de justifier l'appréciation de pass. Et d'ailleurs, c'est la même chose, parce que dans l'avis du Conseil scientifique, comme dans celui de la HAS, sur lequel sont fondés ce décret du 25 novembre, alors, sur la baisse de la durée des tests à 24 heures, la HAS, elle n'a pas été saisie. La Haute Autorité de Santé n'a pas été saisie. Donc, si elle n'est pas saisie, elle ne peut pas répondre. Et ça, c'est anormal. C'est la violation d'une formalité substantielle. Pour le reste, sur la question de l'intégration de la 3e dose dans le pass, la Haute Autorité de la Santé dit « Nous prenons acte des volontés du gouvernement ». Alors, prendre acte des volontés du gouvernement, c'est pas donner son avis. Et nous avons expliqué que quand on donne pas d'avis, ça équivaut à ce que l'avis n'existe pas, et donc que la formalité n'ait pas été respectée. Donc ça, c'est la Haute Autorité de la Santé qui finalement ne dit rien.
Et concernant la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, vous la citez à l'appui de votre procédure parce qu'elle a dit récemment, elle a demandé récemment au gouvernement de donner des preuves d'efficacité du pass. Et moi, ce qui a été développé dans le mémoire, c'est que l'avis du Conseil scientifique, lui aussi, ne donne absolument aucune donnée sur l'efficacité du pass. Si ce n'est le pourcentage de vaccination. Oui, mais ce n'est pas un effet collatéral du pass. Et c'est tout le problème parce que le pass sanitaire, dans son avis du 19 juillet dont on a parlé, je le reprends du Conseil d'État, il dit le Conseil d'État relève cependant qu'une telle déclaration de conformité aux lois, aux règlements, etc., évoluerait s'il y avait des changements de circonstances au vu de la situation sanitaire, etc. Mais la simple circonstance mise en avant par le gouvernement selon laquelle cette mesure serait de nature à prévenir à une échéance plus lointaine des restrictions plus strictes ne saurait suffire à elle seule à justifier la proportionnalité de la mesure. Pareil, donc on voit bien que ce n'est pas possible. Et par ailleurs, les données sur le pass, comment peut-on en avoir puisqu'on sait très bien que tout le monde est contagieux, vacciné ou pas vacciné, même le Premier ministre, c'est en première page. Donc il ne peut pas y avoir d'effet du pass sanitaire sur une quelconque propagation de l'épidémie. La seule chose que ça implique, c'est une obligation vaccinale, comme vous l'avez dit. Enfin, tout le monde le comprend, arrivé là. C'est même reconnu de plus en plus à demi-mot par le gouvernement. C'était reconnu dès qu'ils ont dit que c'était pour faire une vie de merde aux vaccinés. Ouais, je crois que c'était pas... C'était un propos off, mais... oui, mais pas démenti. Pas démenti depuis, qui s'est, à mon avis, révélé très, très vrai. Mais dans cette ligne, c'est pour ça que l'association Bon Sens plaide, et les gens plaident quelque chose qui est le détournement de pouvoir. Le ministre, quand il prend, ou là, le Premier ministre, un décret, doit le faire dans un but d'intérêt général. On nous présente ça comme l'intérêt général de protection de la santé publique. Mais pour nous, c'est un détournement de pouvoir à visée politique et idéologique qui est interdit par la loi parce qu'elle a pour seul but de forcer les gens à se vacciner. Et la vaccination, là encore, c'est un traitement prophylactique. C'est donc sur des gens en bonne santé. C'est toute la différence. Et on a tous le droit d'accepter ou de refuser un traitement. On laisse les témoins de Jéhovah refuser des traitements. Ça ne vient pas. Il y a des débats sur la question de l'euthanasie en France. On laisse aussi le choix aux femmes d'avorter. Par exemple, les droits qu'on a sur notre corps sont sacrés. Ils sont inaliénables. Si à partir du moment où le gouvernement m'impose de m'injecter quelque chose contre mon consentement, c'est que mon corps ne m'appartient plus. Il est la propriété du gouvernement. Et ça, ce n'est pas possible. C'est remettre en cause la possibilité pour tout un chacun de refuser un traitement. Mais le gouvernement vous répondra que l'obligation vaccinale existe déjà pour certaines catégories pour certaines professions, et puis même elle existe pour tout le monde indifféremment, pour les nouveau-nés. Alors, non, il le répondra, mais comparaison n'est pas raison. Le fait d'avoir certaines professions qui sont vaccinés contre les maladies depuis très longtemps, comme les soignants, c'est tout à fait logique. Et ça se fonde sur le fait que le vaccin marche. Oui, c'est quand même, on parle de beaucoup de choses, mais faut-il encore, si le vaccin marche, que les soignants, c'est par exemple la grippe, le prennent pour éviter d'être contagieux, ça ne pose pas de difficulté. Donc là, vous allez jusqu'à dire que le vaccin ne marche pas ? Je pense que c'est ce qui est en train d'être découvert par tout le monde. En tout cas, sur la contagion et la transmission. Sur la contagion et la transmission, même M. Delfrécy le dit. Mais je vous rappelle que le Conseil d'État l'a jugé. Il y a eu une ordonnance, ça prêterait à sourire, mais elle est vraiment du 1er avril, ce n'est pas une blague. C'était l'affaire d'un monsieur que je portais, qui venait d'être vacciné au mois de février, qui avait 80 ans et qui demandait à être déconfiné. On lui a répondu non. Ordonnance du 1er avril du Conseil d'État, non, parce que le ministre de la Santé a rendu un mémoire expliquant que le vaccin, leur efficacité n'était que partielle parce qu'il y avait l'apparition de nouveaux variants et que de toute façon, il n'empêchait pas la contagion. Tout était déjà dit. C'est-à-dire que le Conseil d'État l'a jugé. Ça ne date pas de cet automne. Bien sûr que non. Bien sûr que non. En mars, c'était on avait publié derrière le mémoire. Et d'ailleurs, la discrimination entre les personnes vaccinées et non vaccinées existait déjà parce qu'il y a eu, avant cette ordonnance du 1er avril, une ordonnance du Conseil d'État du mois de mars, sa date exacte m'échappe, mais c'est cette ordonnance qui avait permis dans les EHPAD aux personnes vaccinées de quitter occasionnellement leurs établissements et l'avait interdit à ceux qui ne l'étaient pas. Donc déjà dans les EHPAD, on avait fait une différence de traitement entre les gens. Mais la différence de traitement, elle est justifiée en droit s'il y a une différence de situation entre les personnes. Si vous êtes riche, vous payez plus d'impôts. Si vous êtes handicapé, vous avez le droit à une place handicapée. Mais faut-il donc justifier la différence de traitement par une vraie différence de situation ? Là, si on en revient à la question aujourd'hui, il n'y a pas de différence de situation en termes de
contagion ou de contagiosité entre les vaccinés et les non-vaccinés. Le pass sanitaire, c'est ou s'il y en a une, elle est très mineure et limitée dans le temps. Elle est très mineure et très limitée, et elle est tellement mineure et limitée que la CNIL a demandé 4 fois qu'on la justifie, ce qui prouve bien qu'elle n'existe pas. Donc le pass sanitaire, c'est pour empêcher la propagation. Si ça ne l'empêche pas, ça n'a pas de sens. Et s'agissant des vaccins, oui, on le voit bien, qu'il y a maintenant plus de personnes vaccinées dans les hôpitaux. Alors, c'est mathématique, à partir du moment où 90% des gens sont vaccinés, c'est une épidémie de Covid de gens vaccinés qu'on va avoir. Et c'est assez anormal de prétendre que ce sont les gens non vaccinés qui remplissent les hôpitaux. Oui, Ce donc n'est même pas de vrai. ce point de vue, le pass sanitaire ne peut pas se justifier par le fait de vouloir ne pas surcharger les hôpitaux. Mais évidemment, et puis par ailleurs, reste la question des effets secondaires qui sont peut-être la cause aussi d'une surcharge des hôpitaux, qui en seront peut-être malheureusement, enfin on ne le souhaite pas, mais il y a cette question-là, finalement, il y a énormément d'effets secondaires graves de cette vaccination et de gens qui se retrouvent donc à l'hôpital de ce fait. Alors pour s'appuyer là-dessus, vous le citez aussi dans votre procédure ces chiffres d'effets secondaires graves. Ah bien, tout à fait. Et puis, je les ai apportés avec moi. Il y a deux types de chiffres sur lesquels nous avons fondé le recours. Les premiers, c'est tout à fait officiel, ce sont les chiffres de l'EMA. Donc, c'est l'Agence européenne du médicament. L'Agence européenne du médicament publie des rapports qui s'appellent les Safety Reports sur les rapports de sécurité, excusez-moi, enfin pour chaque vaccin et chaque mois. Et à la fin du mois d'octobre, les données de l'EMA, c'est qu'il y a eu 575 millions de doses de vaccins en Europe, donc, et il y a eu 800 000 déclarations d'effets secondaires, dont 800 000, dont 8 000 dont l'issue a été fatale. Alors, il faut bien comprendre, quand on parle d'issue fatale qui est répertoriée par l'EMA, c'est quelqu'un qui va déclarer un effet secondaire type cardiaque et qui va décéder dans un temps T, a priori 6 mois, de cette déclaration. Donc, on ne peut pas être certain que c'est le vaccin, évidemment, mais c'est une cause potentielle puisque c'est quelqu'un qui s'est plaint d'un effet secondaire et qui finalement, 6 mois plus tard, est mort. Et ça représente, il y a 8000 déclarations qui ont été faites auprès de l'EMA. Or, on sait que, c'est attesté depuis très longtemps, qu'il y a à peu près 10% des effets désirables qui sont déclarés. J'ose vous dire que c'est comme les questions de viol, une femme sur 10 se plaint. 10% de déclarations, et encore, on est large. Vous multipliez 8000 potentiels de morts, le vrai chiffre est plutôt probablement de 80 000. Et les chiffres sont absolument gigantesques. Est-ce que c'est vraiment gigantesque à l'échelle de l'Europe? Mais bien sûr il y a 600 000 ou plus de 600 000 morts par an en France. Toutes causes confondues. En termes d'effets indiens pour des médicaments, c'est gigantesque. Et c'est tellement gigantesque que nous avons aussi produit les données de Vigie Access, qui sont les données de l'OMS, qu'on a comparées, ça je vais pouvoir vous lire, avec les effets secondaires d'autres vaccins et d'autres médicaments. Alors, si vous vous branchez sur Vigie Access, c'est les chiffres de l'OMS, on voit que les vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons ont entraîné la déclaration sur 50 ans, de 161 000 effets secondaires. Quand même, sur 50 ans. L'ivermectine, sur 30 ans, l'OMS nous dit 5 000 déclarations d'effets secondaires. Vaccin contre le tétanos, sur 50 ans, 200 000 déclarations d'effets secondaires. Hydroxychloroquine, en 50 ans, 33 000 déclarations d'effets secondaires. Vaccin contre la polio, en 50 ans, 120 000 déclarations d'effets secondaires. L'aspirine, sur 50 ans, 185 000 déclarations. Le vaccin contre la grippe, là aussi, 247 000 déclarations. Et vous verrez, ce sont les chiffres. Par contre, les vaccins contre le Covid, tous vaccins confondus, en moins de 2 ans, 2 586 000 effets secondaires. C'est stratosphérique. Ce sont des chiffres qu'on n'a jamais vus. C'est plus que tous les autres médicaments et vaccins réunis. Même compte tenu du fait que les procédures de signalement ont peut-être changé, le référentiel change puisque quasiment tout le monde s'est fait vacciner et que on signale peut-être davantage ou peut-être...
Alors ça reste animé, mais ce qui est quelque chose qui est tout à fait intéressant dans l'EMA, dans les chiffres de l'EMA, c'est de constater que les Hollandais ont déclaré autant d'effets secondaires que les Français. Ils sont 17 millions, nous sommes 68 millions. Comme je dis, je les crois pas plus douillets que les Français. Donc autant en valeur absolue, pas en pourcentage. Alors, voilà, donc... ce qui veut dire qu'ils sont plus, beaucoup plus touchés par les... ou ils sont beaucoup plus douillés que nous, mais ça prouve bien ce qu'on disait, c'est que le taux de déclaration, ça dépend réellement des habitudes. Mais il est certain que beaucoup de gens aussi qui sont victimes d'effets secondaires ne font pas le lien avec le vaccin ou ne l'envisagent pas, ou leur médecin ne l'envisage pas. Et ça, c'est une difficulté parce qu'on sait très bien qu'il y a, par exemple, énormément de femmes dont le cycle menstruel a été perturbé. Mais évidemment, ça ne vous vient pas forcément à l'esprit de vouloir vous brancher sur le site de l'EMA pour déclarer ça ou éventuellement de le déclarer à votre médecin. Surtout si le ministre de la Santé vous a répondu aux dames que finalement, ce n'était pas grave, ça reviendrait le mois suivant. Bon, peut-être qu'ils ont pris le bon conseil de Monsieur Véran sur cette question, mais vous voyez bien qu'il y a des effets secondaires extrêmement graves qui sont sujets à caution et qui ne font pas l'objet de déclarations comme cela le devrait. Et c'est très grave de penser ça laisse penser qu'il y a quand même des effets potentiels sur la fertilité, la fécondité, et peut-être aussi des hommes et pas que des femmes. Une dernière question, votre confrère, maître Ludovic Heringuez, qu'on a reçu récemment, nous disait qu'il déplorait que la science, la controverse scientifique ne puisse se faire en définitive aujourd'hui en France que devant les tribunaux, parce que ses clients ont parfois fait des objections ou prêché dans le vide sans recevoir la contradiction attendue. Les grandes instances régulatrices bottent en touche ou arbitrent à sens unique. Est-ce que les juridictions sont vraiment habilitées et aptes et armées pour dire ce qui est juste ou pas d'un point de vue scientifique ? Écoutez, pour répondre à cette question, moi je me souviens des mots d'un professeur de procédure civile, je ne dirai pas le nom, mais qui disait à propos des expertises, quand on ordonne des expertises médicales, scientifiques ou que sais-je, il disait l'expertise judiciaire, c'est l'incompétence qui s'avoue, c'est-à-dire celle des magistrats, déléguée à l'incompétence qui s'ignore, celle de l'expert. Alors, c'était pas forcément, ça faisait sourire les étudiants quand même, mais c'est une phrase un peu choc qu'il disait pour nous amener à nous interroger, effectivement, sur la qualité des expertises. Mais je rappelle aussi que, on a tous entendu parler du scandale d'Outreau. À la fin, des experts on avait reproché aux experts d'être mauvais. Et l'expert avait répondu, mais c'est l'État qui nous paye, et si on nous paye comme des femmes de ménage, vous aurez un travail de femme de ménage. Vous voyez que ça est... Non, mais ce sont des propos officiels qui ont été importés. Vous voyez bien qu'il y a toute une controverse. Mais ce qui est certain, à la différence ici, que les magistrats ne puissent pas avoir les compétences scientifiques nécessaires, c'est une chose. Mais il ne faut pas quand même... Les magistrats ne sont pas tenus de suivre nécessairement les avis scientifiques et peuvent réfléchir par eux-mêmes. Je rappelle comme qu'au début de cette épidémie, on a tous entendu parler du fait qu'il y a eu un foyer d'infection sur le porte-avions Charles de Gaulle. Ils étaient 1700 marins. Je crois que de mémoire, que 1040 ont été malades. J'en suis même à peu près sûr, mais on va dire 1000. Et aucun n'est mort. Et un seul vraiment hospitalisé. Hospitalisé. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les vaccins. Alors, on a aussi entendu dire que l'armée avait pas mal de d'hydroxychloroquine. Alors, qu'a-t-on fait pour a-t-on soigné ces marins sur le porte-avions ? Si ça a été le cas, pourquoi ne pas l'avoir fait de la même façon avec toute la population ? Ou peut-être nous les attendons pas du tout soignés et personne Officiellement, ils n'ont pas été soignés. Officiellement, ils n'ont pas été soignés. Et donc, en réalité, c'est comme Jean de La Fontaine et les animaux malades de la peste, tous furent frappés, mais tous n'en moururent pas. Donc, de ce point de vue-là, je pense quand même que d'un point de vue mathématique, les hauts magistrats du Conseil d'État, et qui ont fait des grandes écoles, ou des brillantes études, sont capables de faire les mêmes comptes que nous et de se demander pourquoi on vaccine l'humanité tout entière avec des conséquences qu'on ne maîtrise pas dans l'avenir, alors qu'a priori, ce n'est quand même pas la peste noire. On vous répondrait qu'il y avait beaucoup plus les marins du Charles de Gaulle sont majoritairement jeunes, en bonne santé. Et il y a assez peu de diabétiques ou de... Oui, mais c'est ça qui est dramatique, parce que les effets secondaires, ce sont sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, probablement de l'âge de nos militaires, qui étaient sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc, comme vous dites, eux n'en sont pas morts, on va leur causer plus de risques en leur faisant prendre ces vaccins. Quand vous lisez l'Institut Pasteur qui reconnaît que ces modélisations sont un exercice particulièrement difficile et incertain et qu'il convient de les considérer avec précaution,
Pour vous, c'est l'incompétence qui s'ignore ou l'incompétence qui s'avoue? Là, je crois qu'elle s'avoue. Je fais ça, mais parce qu'en fait, l'avis du Conseil scientifique, sur lequel est fondé le décret, finalement renvoie aux projections, mais c'est cité dans l'avis du Conseil scientifique, renvoie aux projections de l'Institut Pasteur. Par contre, il n'y a pas la petite note de bas de page pour le trouver facilement. Donc, on se rend sur le site de l'Institut Pasteur et effectivement, l'avis sur lequel se fonde l'avis du Conseil scientifique, vous l'avez lu et relu, mais c'est de dire, ça commence par nos prédictions sont tout à fait incertaines. Et j'ose dire que le pire n'est donc jamais certain. Donc, on n'arrive pas à comprendre sur cette question-là. Même eux-mêmes ne savent pas. Et à la fin, ça donne quelque chose qui est le rapport de la Cour des comptes, qui a quand même dit, et c'est important au mois de septembre, que les chiffres étaient particulièrement opaques sur les taux d'hospitalisation en réanimation. Alors, si vous rajoutez ça, plus le rapport de l'ATI qui dit que finalement, il y avait que 5% de gens qui étaient malades du Covid dans les hôpitaux, il y a quand même, et le fait qu'il n'y a aucune donnée, même la CNIL s'en plaint, sur le pass sanitaire, où on navigue sans données, mais d'ailleurs, on navigue vraiment sans données, puisque si on ne fait plus tester les gens, on vient nous expliquer que ça va être une catastrophe, le variant Omicron. Mais il serait logique à ce moment-là que tout le monde se teste, puisque tout le monde est connu et que tout le monde soit remboursé. Si on fait une politique d'intérêt général pour protéger la santé de tout un chacun, on teste tout un chacun, et j'ose dire qu'à la rigueur, on devrait donner un pass sanitaire aux vaccinés s'ils se testent tous les 24 heures, comme les non-vaccinés. On rétablirait l'équité en faisant ça. Tout le monde est testé toutes les 24 heures et tout le monde est protégé. Ça coûtera encore plus cher. En allant jusqu'au bout de la logique, en fait, on devrait presque exclure le vaccin du pass sanitaire. Simplement, je crois que certains, est passé dans la presse aujourd'hui, que certains représentants politiques ont effectué plus de centaines de tests PCR aux frais de la sécurité sociale. Effectivement, Notamment Gérard Larcher qui a annoncé en avoir fait 102, je crois, ou 105. Il me semble que c'est lui. Voilà ça. Vous ne vouliez pas citer le nom, mais je le fais pour vous. Merci beaucoup, maître, de nous avoir accordé cet entretien, ce défi de la vérité. On rappelle que l'audience aura lieu mercredi au Conseil d'État pour tous les plaignants que vous représenterez, l'association Bon Sens, mais aussi beaucoup d'autres, le Cercle Droit et Liberté et d'autres associations ou personnes physiques qui pourraient vouloir, et la voix du peuple, comme vous l'avez dit. Exactement. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.